pouvons à présent attaquer le théorème de Shannon, qui est très connu, mais que nous allons démontrer, ou pratiquement, à un petit détail près. Vous allez voir que s'il est intriguant, il n'est pas si difficile que ça à démontrer. Alors l'idée, c'est que nous partons de la toute première égalité du paragraphe précédent, selon laquelle xe, c'est x de t multiplié par le peigne de Dirac, et nous prenons la transformée de Fourier des deux membres. Donc nous obtenons la transformée de Fourier de xe, qui est le signal échantillonné, et vous savez que la transformée de Fourier d'un produit direct donne le produit de convolution des transformées de Fourier. Donc nous obtenons dans le second membre la TF de x de t convoluée avec la TF du peigne de Dirac. Et c'est là que nous allons maintenant démontrer ou pseudo-démontrer un résultat important que nous ne sommes peut-être pas en mesure de démontrer au sens strict, c'est l'idée que la TF du peigne de Dirac temporel est encore un peigne de Dirac, évidemment, fréquentiel. Et ça, si on n'est pas en mesure de le démontrer de manière totalement rigoureuse, je répète, la TF du peigne de Dirac temporel est un peigne de Dirac fréquentiel, nous allons le suggérer ou le montrer avec l'application Scilab. Donc nous commençons par créer un vecteur avec simplement 10 composantes, donc je l'appelle mon Dirac, donc je mets le crochet ouvrant du vecteur avec un 1 initial, virgule, donc pour créer un vecteur ligne. Donc le 1, il est suivi d'une ligne de 9 zéros, d'où le 1,zeros 1,9. Je l'affiche. Et donc j'ai bien un 1 suivi de 9 zéros. Ensuite, je crée un peigne temporel comme étant un vecteur, donc je mets le crochet ouvrant pour dire que je crée un vecteur. Je mets ce vecteur mon Dirac qui contient 9 composantes et que je me contente de copier-coller 10 fois en ligne. Si bien qu'à la fin, j'aurai un vecteur de 100 composantes qui sera la périodisation, 10 fois le Dirac initial, donc 10 fois 10 composantes. Et quand je fais le plot, l'affichage de ce peigne temporel, j'obtiens un vecteur ligne, mais qui cette fois-ci possède 100 composantes. À la limite, on pourrait déjà conclure avec ce peigne-là. Mais en fait, on va encore le démultiplier pour en faire finalement un peigne à 1000 composantes. Donc, je refais la même opération, je crée un peigne temporel avec le crochet ouvrant, je mets l'état actuel du peigne temporel qui a 100 composantes, que je copie-colle 10 fois, si bien qu'à la fin, il aura ensuite évidemment 1000 composantes que je fais copier-coller, il faut que j'enlève la dernière virgule dans le coller, je ferme le crochet, je mets un point-virgule pour éviter la saturation de l'écran, je fais un plot final, voilà, là je vais zoomer sans quoi c'est pas intelligible, et là vous avez votre peigne final. Donc c'est simplement une répétition à 1000 composantes d'un motif, un motif élémentaire, avec un 1 initial suivi de 9 zéros. Je peux fermer cette figure, c'est bien un peigne, d'une durée limitée certes, mais à 1000 composantes tout de même. Et maintenant, je calcule mon peigne fréquentiel comme étant tout simplement la FFT du peigne temporel. Et puis je mets un virgule moins 1, puisque dans Scilab, il faut mettre cette option moins 1 pour dire que je fais une FFT, une transformée de Fourier directe. Je fais le plot du peigne fréquentiel, et qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'on obtient bien un peigne, sauf que si vous regardez en détail au niveau de l'ordonnée, il y a un facteur multiplicatif ici qui vaut 100, et puis la période l'espace entre les 1 a changé aussi. Et nous allons interpréter tout de suite comment ça se traduit du point de vue mathématique. Et vous pourrez vérifier que dans l'équation que je donne, mathématique, les valeurs numériques sur cette monstration Scilab sont bien correctes. Voilà, je reviens à mon calcul manuscrit. Donc je vais dire maintenant que la TF
de XE, mon signal échantillonné. Ça devient l'ATF de X de T que j'appelle grand X de F, selon la terminologie que nous avons utilisée dans les chapitres précédents, convolué avec un facteur multiplicatif FE qui est égal à 1 sur TE, fois la somme de moins l'infini à plus l'infini, les bornes je ne les mentionne pas, elles sont implicites, donc la somme de Dirac, mais de Dirac fréquentielle, donc somme des deltas de F moins K fois FE. Et vous vous souvenez que lorsque je convolue un signal quelconque avec un Dirac, en fait, je translate le signal. Donc quand je distribue grand X de F dans la somme discrète du peigne de Dirac fréquentiel, j'obtiens grand XF convolué avec les deltas fréquentiels décalés, qui me décalent d'autant les grands X. Voilà donc pour ce résultat-là. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon signal, en fin de compte, donc je reprends cette dernière équation, j'obtiens la TF de mon signal échantillonné comme étant égale à la somme discrète de moins l'infini à plus l'infini des grands X de F moins K FE. Ça veut dire que, en fait, le motif grand X de F, il est translaté, sommé. En d'autres termes, mon spectre, il est périodisé. Alors ici, en fait, je vais représenter le signal fréquentiel, donc en axe des abscisses, là, c'est pas le temps, mais les fréquences. Hein, voilà, il faut que je corrige, voilà qui est fait. Et donc, cette somme, accumulation des grands X de F moins KFE, ça correspond donc à accumuler le motif d'origine et de le sommer en répétant les motifs qui sont décalés de K fois FE. Donc ici, je vais représenter le motif original et je vais faire l'hypothèse importante que ce motif original est borné par une borne supérieure en fréquence. Donc le signal admet une fréquence maximale. Rappelez-vous, le signal est réel, donc le spectre il est symétrique, et j'ai donc Fmax moins Fmax qui sont les deux bornes des deux côtés de l'axe désordonné de mon signal. Et ce qu'il y a entre les deux, là j'ai dessiné un triangle, mais ça n'a pas d'importance, la forme est quelconque. J'ai fait un triangle pour fixer les idées, mais en réalité c'est quelconque. Maintenant je vais faire l'hypothèse que ma fréquence d'échantillonnage, FE égale 1 sur TE, c'est exactement 2 fois Fmax. Ça veut dire que ce motif que je dessine en rouge, c'est la translation, ici là en rouge, c'est la translation pour K est égal à plus 1 du motif en bleu, grand X de F. C'est le premier motif répété, qui correspond à la somme discrète des grands X de F moins K FE, avec K ici est égal à plus 1. Donc en bleu, c'est K égale 0, le motif d'origine, grand X de F. En rouge, K égale plus 1, c'est le motif, grand X de F moins 1 fois FE. Et là, du côté des fréquences négatives, j'ai le premier motif répété qui correspond à K égale moins 1. C'est K égale moins 1, puisque dans la somme discrète, K varie de moins l'infini à plus l'infini. Maintenant, en vert, j'obtiens ici, à droite, le deuxième motif répété pour K égale plus 2, et symétriquement, bien sûr, du côté des fréquences négatives, j'obtiens ici le deuxième motif répété, mais qui correspond à K égale moins 2. Et en réalité, le motif, il est répété ad vitam aeternam, parce que K varie entre moins l'infini du côté des fréquences négatives, jusqu'à K égale plus l'infini du côté des fréquences positives. Donc, la traduction graphique de la périodisation du spectre s'obtient donc en répétant le motif d'origine au centre en bleu, donc sur tout l'axe des fréquences. Et j'ai dessiné, dans le cas limite où FE est égal à 2F max, parce que si FE n'est pas supérieur ou égal à 2 fois F max, en fait, les motifs répétés vont, en fait, rentrer en collision avec le motif d'origine. Il faut que les répliques soient bien disjointes du motif d'origine, et pour ce faire, il faut que FE soit au moins égal à 2 fois F max. Ici, j'ai représenté la répétition avec FE égale
strictement égal à 2 fois Fmax, bien sûr, mon raisonnement serait toujours similaire si Fe est supérieur ou égal à 2 fois Fmax. Donc, ça veut dire que le théorème de Shannon dit qu'il n'y a pas de distorsion du spectre si tous les motifs répétés sont bien disjoints du spectre d'origine, du motif d'origine, et ça s'obtient si Fe est supérieur ou égal à 2 fois Fmax. On va maintenant dessiner ce qui se passerait. En fait, si on ne respectait pas le critère de Shannon, donc ici, on va redessiner un spectre d'origine, on va un tout petit peu zoomer, donc Fmax et moins Fmax, qui sont les deux bornes, puisque je rappelle que le signal étant symétrique, son spectre en amplitude est une fonction paire, on a déjà vu ça dans des chapitres précédents. Donc ici, on a clairement Fe qui ne respecte pas le critère dit de Nyquist, c'est-à-dire il faut que Fe soit au moins égal à 2 fois Fmax. Là, on a dessiné Fe qui est légèrement inférieur à 2 Fmax, et quand je dessine le premier motif répété, c'est-à-dire K égale à 1, ça va arriver ici. Voilà, vous avez ici Fe moins Fmax. À droite, on va représenter Fe plus Fmax. Et le premier motif répété en rouge va être centré sur Fe, avec une largeur, moins Fmax à gauche, plus Fmax à droite. Voilà, donc ça c'est le premier motif répété, K est égal à 1. À la limite, le raisonnement suffit avec ce premier motif répété. Et vous voyez que dans cette zone-là, entre Fe moins Fmax et Fmax, en fait, vous avez une zone où les deux spectres se recouvrent. Le recouvrement du spectre, on appelle aussi aliasing. Et comme il faut sommer, en fait, on fait une distorsion. Le spectre, là, va être distordu par rapport au spectre d'origine. Il y a une collision du motif d'origine avec sa première répétition, et donc ça va faire une distorsion du signal. Vous modifiez le signal d'origine. Vous ne pourrez plus le reconstruire parfaitement. Donc, le critère de Nyquist dont il faut se souvenir, c'est Fe égale 2 fois Fmax. Vous pouvez évidemment travailler avec Fe supérieur ou égal à 2 fois Fmax. Et du point de vue graphique, ça se traduit par le fait que, au critère de Nyquist, les motifs répétés sont bien disjoints.